Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Espace littéraire. Collection dirigée par Maggie Albet. Dernière parution. Eliane Ity, Madame d'Acier, femme et savante du grand siècle 1645 à 1720, 2012. Victor Montoya, Les Contes de la mine. Conversation avec le Tillot, traduit de l'espagnol par Émilie Baudet, 2012. Nathalie Aubert, Christian d'Autremont, La conquête du monde par l'image, 2012. Claude Frioult, Le chantier russe. Littérature, société et politique. Tome 3, écrit 1969 à 1980, 2011. Ricardo Romera Rosas, Jorge Luis Borges et la littérature française, 2011. Déborah Monsieur S., Palimpseste dans la poésie. Roubaud, Dubouchet, etc., 2011. Alexandre Ivanovitch Kouprine, traduit du russe, introduit et annoté par Françoise Wintersdorf-Fèvre, Récit de vie dans la Russie tsariste, 2011. Pascal Geta Btellon2, La blessure du réel, 2011. Jacques Pezeumasssabuau, Jules Verne et ses héros, 2011. Samuel Rovinski, Cérémonie de caste, traduit de l'espagnol par Roland Fey, 2011. Myrtha Yanez, Blessure ouverte, 2011. Jean-Michel Loup, Le Japon d'Amélie Nothomb, 2011. Serge Bourgea, Paul Valéry, La Grèce, l'Europe, 2011. Masha Itzhaki, Aaron Appelfeld. Le réel et l'imaginaire, 2011. Franz-Antoine Lecomte, Sous la Dire, Jacques Roumain et Haïti, La mission du poète dans la cité, 2011. Juan Manuel Marcos, L'hiver de Gunther, 2011. Alexandre Herry, Passage du traduire, Henri Méchonic et la Bible, 2011. Charles Weinstein, Pouchkine. Choix de poésie, 2011. Manuel Garrido Palacios, Le faiseur de pluie. Roman, 2011. Introduction. Jean Giono publie son premier roman en 1929. Ce sera Colline. Quelques années plus tard, en 1935, paraît Que ma joie demeure. Dans l'intervalle, se sont succédés bien des romans et des nouvelles. Mais la plupart de ces œuvres ont pour personnages des paysans, pour cadre des contrées et des villages isolés, un temps et une action indépendants de l'histoire, à l'exception du Grand Troupeau 1. C'est un monde en soi que celui des romans de Giono de ces années-là. En outre, ils ont pour thème commun, certes avec des nuances, une recherche de la joie née de la fusion avec la nature et le grand tout. Cet ensemble, par sa relative homogénéité, constitue une première époque qui irait de Colline à Que ma joie demeure, 2, roman en lequel Giono lui-même voit un aboutissement, 3. Pour autant, ce n'est pas d'un univers paradisiaque qu'il s'agit dans ses romans. Cette quête de la joie trouve sa raison d'être dans un sentiment initial de malaise, le désespoir amoureux dans Un de Beaumugne, l'agonie d'un village dans Regain, le départ à la guerre dans Le Grand Troupeau. Plus difficile à cerner précisément, en l'absence d'événements comparables, serait le mal-être qui s'empare des paysans de Colline ou de celui qui, dans Que ma joie demeure, les taraudait, voire les poussait au suicide, avant que n'arrive parmi eux un inconnu nommé Bobby. Et à la différence des autres romans, ce malaise obscur grandit ou renaît. Dans le premier de ces romans, les paysans sont effectivement en proie à une inquiétude croissante quant au silence, selon eux inhabituel, étrange, qui les entoure. L'arrêt de la fontaine du village les fait verser définitivement dans un sentiment de panique et dans l'irrationnel, d'autant qu'un vieillard, Janet, détenteur du savoir qu'il lui prête, ne cesse de raviver leur peur. Dans le second, si une tonalité heureuse et enthousiaste domine dans une grande partie du roman, si les paysans trouvent une espérance et une raison de vivre dans les paroles et les actes de cet homme, Bobby, celui-ci ne parvient cependant pas à semer la joie, à empêcher un nouveau suicide. Lui-même finit par marcher au devant de la mort. Mais la singularité de ces deux romans réside avant tout, et c'est ce point qui sera traité en priorité ici, dans le style. Phrases courtes, rythme troué de blanc typographique dans Colline, lyrisme foisonnant et continu à la suite d'un incipit marqué par l'extraordinaire et la lumière dans Que ma joie demeure. Si ces deux écritures en apparence aux antipodes peuvent trouver des échos éventuels dans d'autres romans de cette même période auxquels on pourra se référer, Colline et Que ma joie demeure n'en demeurent pas moins, pour chacune d'elles, l'ouvrage symptomatique.
Ces deux romans encadrent cette première époque, comme ils semblent encadrer tout un éventail de la technique de Giono, avant que l'écrivain ne montre dans son œuvre ultérieure qu'il pouvait encore l'élargir. Ces deux styles, comme on le verra, diffèrent en bien des points, en premier lieu sur la manière de poser le roman dans l'incipit et les premières pages. Dans Colline, prévaut en effet une temporalité d'habitude, insidieusement perturbée par une étrangeté. À l'inverse, Que ma joie demeure est d'emblée marquée par la franche et soudaine irruption de l'extraordinaire. L'une est entourée d'un mystère inquiétant, l'autre est parée d'un halo d'extase. De même, la texture des deux romans n'est en rien comparable. À l'émergence dans le premier, cette mise en relief statique qui sépare s'oppose dans le second, la fluidité du mouvement qui relie. Ce sont non seulement les êtres et les choses qui, selon, émergent ou coulent au long du texte, mais également le temps. Ainsi ces deux styles traduisent chacun un rapport particulier à l'espace et au temps. Ils ont toutefois pour trait commun de se développer sur fond de vide, celui du texte dans Colline, de l'espace dans Que ma joie demeure. Dans un cas, du fait du statisme, le vide demeure au cœur de la langue et de l'espace. Il n'en donne que plus de force à la parole délirante de Janet. Dans l'autre, le vide appelle un lyrisme porté à la boursouflure et à la démesure pour le combler. Mais sur les émergences en surplomb du vide, se prolongent dans Colline des instants particuliers tels des points d'orgue, tandis qu'aux extrémités de Que ma joie demeure, resplendissent des apothéoses baroques permettant la fusion avec la nature et le grand tout, dans un temps en suspens. Ce sont ces cheminements du style de Giono, convergeant vers une immobilisation momentanée du temps, dont il sera question dans cet ouvrage. L'habitude ou l'extraordinaire, en ouverture de roman. L'habitude dans Colline et Regain. La façon dont se marque le temps dans le début d'un roman en oriente le sens. C'est un peu comme un tempo au début d'une partition de musique. Les premières pages de Colline confirment cette remarque de Jean Verrier IV. Décisives pour la suite du roman, elles le sont, notamment au regard de la temporalité très particulière qu'elles parviennent à créer et dont il s'agit ici de rendre compte. Celle-ci ne relève pas du récit itératif avec la même évidence que dans Regain, écrit peu après, ou dans certains romans de Henri Bosco, pourtant situés en un même milieu paysan et provençal que Colline. Cette précision sur le milieu a son importance car les romans qui ont pour cadre la vie paysanne commencent plutôt avec des indications sur les saisons et souvent sans aucune date. 5. Et Jean Verrier de citer l'incipit du Mathéotime de Henri Bosco. En août, dans nos pays un peu avant le soir, une puissante chaleur embrase les champs. Et de préciser ensuite ce qu'il entend par récit itératif. Raconter en une fois ce qui s'est passé ou se passe plusieurs fois, c'est faire un récit itératif. Et c'est bien ce que fait le narrateur du roman de Bosco. Il semble que tous les soirs d'août soient identiques, alors que bien sûr certains étés sont pourris, le temps se détraque comme on dit. Le récit itératif pose d'emblée un monde sur le mode de l'habitude. Un archétype en serait le début de roman sur la vie paysanne, en raison peut-être de sa grande proximité avec la nature au rythme si régulier. 7. Ces Regain qui, dès les premières phrases, évoquent une habitude de la façon la plus explicite. Quand le courrier de Banon passe à Vachères, c'est toujours dans les midis. On a beau partir plus tard de Manosque que les jours où les pratiques font passer l'heure, quand on arrive à Vachères, c'est toujours midi. Réglé comme une horloge. C'est embêtant au fond, d'être là au même moment tous les jours. I 323. Et l'on apprend sitôt après, que même un détour ne peut contrarier la ponctualité de cet équipage et son habitude d'entendre l'Angélus à Vachères. De même, l'esquisse de portrait insiste sur la répétition. Ceux qui sont dans la voiture, c'est la plupart du temps toujours les mêmes. Un acheteur de lavande qui vient des villes de la côte, un Camus ou un nom comme ça. Un berger qui monte aux pâtures et qui taille régulièrement dans son pain un morceau pour lui, un morceau pour son chien. Quelquefois il y a en plus, le percepteur et sa serviette assis à côté comme deux personnes raisonnables. I 324. Et les bêtes sont à l'unisson. Les chevaux ont l'habitude. I 325. Quant au parcours, il est jalonné de repères qui le rythment auprès des habitués. Ceux qui ont déjà fait le voyage 2 ou 3 fois, I 325, guettent en particulier un clocher bleu à partir duquel le pays change, et qui annonce la dernière montée la plus longue jusqu'à Vachères. Même les dialogues du cocher Michel avec les voyageurs ne remettent pas en cause cette construction.
Certes, leur référence explicite à l'inévitable ponctualité de toujours passer à vachère à midi peut laisser supposer que soudain le présent de leur énonciation, en se situant par rapport à l'habitude, par là même en sort et lui échappe. Et c'est encore midi, dit Michel et puis penché sur la boîte de la patache. Vous entendez, là-dedans ? C'est encore midi, il n'y a rien à faire. I 323. Mais ces dialogues semblent en fait eux-mêmes constitutifs de l'habitude et non s'en démarquer. La suite du texte incline plutôt en ce sens. Alors que voulez-vous ? On tire les paniers de dessous la banquette et on mange. On tape à la vitre. Michel, tu en veux de cette bonne andouillette ? I 323. L'adverbe, alors, induit que les gestes de tirer les paniers, de manger et taper à la vitre sont la conséquence des apostrophes précédentes du cocher. Usuel à cette étape du voyage et indépendant de leur auteur, l'emploi du pronom on le laisse indéfini, il relève bien de l'habitude. Regain s'installe immédiatement dans cette temporalité, qui n'est pas durablement interrompue ou altérée en ces premiers paragraphes du roman. Elle se nourrit, se consolide de toutes les descriptions, de tous les détails qui affluent et en précise les acteurs et les lieux. Colline aussi, en son début, est marquée par une temporalité de l'habitude, voire du rituel compte tenu des aspects cérémonials et mystérieux. Il en est ainsi de la fin du premier paragraphe où chacun des animaux successivement et brièvement décrit, parce qu'il est précédé de l'article défini singulier, devient un animal générique à l'instar des fables ou des contes, et semble de ce fait participer à un rituel. La couleuvre émerge de la touffe d'aspic, l'esquirole, à l'abri de sa queue en panache, court, un gland dans la main, la belette darde son museau dans le vent, le renard lit dans l'herbe l'itinéraire des perdrix. La laie gronde sous les genévriers, les sangliots pointent l'oreille vers les grands arbres qui gesticulent. I 127. Si l'on est encore tenté de voir dans ces évocations d'animaux des actions en train de se dérouler à mesure qu'elles sont décrites, la phrase suivante en écarte la possibilité. Puis le vent dépasse les arbres, du museau grognon il cherche les tétines. I 127. L'adverbe puis achève de dissiper toute impression d'immédiateté. Il dissocie le présent propre à ses actions du temps de l'énonciation. Et le rituel se poursuit. La sauvagine et les gens des Bastides se rencontrent sur la source, cette eau qui coule du rocher si douce aux langues et aux poils. I 127. Cette scène n'est aucunement singularisée par une personne, les gens étant pris dans leur ensemble, de manière indifférenciée. Elle ne crée pas de tension particulière. En soi, elle n'est pas un événement unique faisant irruption dans le texte et de nature à lancer le roman. D'ailleurs la phrase glisse sur la rencontre qu'elle ne précise pas davantage, très vite se déporte sur la source, sur l'eau évoquée à travers ses qualités, si douce aux langues et aux poils, et un verbe qui n'apporte pas d'indication temporelle, cette eau qui coule du rocher. C'est un présent de vérité générale propre à la description de quelque chose d'immuable. Sans autre précision de temps, la rencontre prend une valeur de répétition, celle d'un présent itératif, sans autre précision des gens, celle d'une habitude. Dans la phrase qui suit, dès la nuit, et 2 jours aussi, souligne encore un peu plus cet aspect si bien que l'évocation d'un sanglier en train de s'élancer, qui, hors contexte, pourrait se rapporter à une action et à un instant, participe aussi de la temporalité du rituel. Non seulement les gens et les animaux, mais la montagne elle-même a son rituel. Lure, calme, bleu, domine le pays, bouchant l'ouest de son grand corps de montagne insensible. Des vautours gris la hantent. Ils tournent tout le jour dans l'eau du ciel, pareils à des feuilles de sauge. Des fois, ils partent pour des voyages. D'autres fois, ils dorment, étalés sur la force plate du vent. Puis, Lure monte entre la terre et le soleil. I 128. Sa course dans le ciel sous la garde des vautours n'est pas celle d'un jour déterminé. Les mouvements des rapaces ne correspondent pas à quelques moments particuliers, dont celui de la narration. L'expression tout le jour ruine toute idée d'un instant saisi sur le vif. Le présent de vérité générale dans la première phrase devient itératif par la simple mention d'une plus ou moins grande régularité, des fois, d'autres fois. 2. Une ambiguïté entre l'habitude et l'instant dans Colline. Pour les romans ou récits allant du grand troupeau à que ma joie demeure, un moment est mis en relief d'entrée de jeu. Dans Colline au Regain,
ce n'est qu'au terme de quelques pages qu'un moment finit par être privilégié, celui auquel la narration a choisi de se placer sans plus le définir. Il s'agit du présent de l'énonciation. Dans Regain, l'évocation de l'habitude n'a pour but véritable que de dresser le décor, les personnages et les paysages, bref de poser un monde pour pouvoir atteindre ce moment où tout commence, où le temps de l'action rattrape le présent de l'énonciation. Dès lors, les descriptions pourront se faire plus précises, les patronymes encore incertains lors des paragraphes précédents, un Camus ou un nom comme ça, I-324, s'égrener sans hésitation. Ce moment, la montée de l'équipage l'annonce, le prépare avec le brusque recours au futur, proche ou simple, qui offre en perspective le trajet restant à parcourir. On va monter d'abord sous bois. Puis, on va être si haut qu'on recevra sur les épaules comme des coups d'aile en même temps qu'on entendra le ronflement du vent de toujours. Enfin, on abordera le plateau, l'étendue toute rabotée par la grande varlope de ce vent. On trottera un petit quart d'heure et dans une molle cuvette où la terre s'est affaissée sous le poids d'un couvent et de 50 maisons, on trouvera Banon. I-325. C'est la montée qui d'un seul élan, va porter les chevaux, la patache et les gens au plein milieu du ciel, avec les vents et les nuages, c'est-à-dire sur le plateau d'Aubignan, là où se tient l'intrigue. Le roman prend son élan sur cette rampe de l'habitude pour enfin la quitter et aborder un présent immédiat, celui de l'énonciation, qui tient soudain en un mot, aujourd'hui. Les chevaux ont l'habitude. Il y a d'abord un beau détour. Puis l'ornière oblique toute seule vers un bosquet de châtaigniers et les chevaux s'arrêtent, sans commandement. Michel saute du siège, ouvre la portière et invite à descendre. Sieur dame pour soulager les chevaux. Aujourd'hui, il y a comme ça la mademoiselle Delphine du bureau de tabac, la grosse Laure du Vernet, et l'oncle Joseph. I-325. Et sur le plateau d'Aubignan, ce n'est plus que de ce présent qu'il s'agit et de ce moment particulier. Dans la suite de tous les moments constitutifs de l'habitude, il est le dernier, l'actuel, celui en cours. Il est, par construction, l'aboutissement de l'habitude qui ne lui a servi que de préambule, d'introduction. Il succède ainsi au présent itératif de façon très linéaire et classique, sans que les deux ne se confondent. Pour autant, il demeure indéterminé car aujourd'hui, distingue ce moment des autres sans davantage l'expliciter. Après un plus long développement que dans Regain, Colline connaît ce même présent décisif, introduit là aussi par aujourd'hui. Aujourd'hui, Gondran sort sur la terrasse. I-132. Du fait de sa mise en relief par sa position en tête de phrase, elle-même ouvrant un nouveau paragraphe, aujourd'hui perce à travers la temporalité qui prévalait jusque-là. À l'image de Gondran sortant de chez lui sur la terrasse, la temporalité de l'habitude des premières strophes débouche sur le temps mis en marche. Mais dans Regain, le moment désigné par aujourd'hui est l'aboutissement classique d'une progression linéaire. Dans Colline, il inscrit dans le rituel des premières pages une déviation, une étrangeté qui dès lors corrompt l'habitude. Il y a quelque chose d'étrange aussi, le silence. Hier encore, le ciel était l'arène du bruit. Des chars, des cavales aux sabots de fer y passaient dans un grondement de galop et des hennissements de colère. Aujourd'hui, le silence. Le vent a dépassé la borne et court de l'autre côté de la terre. Pas d'oiseaux. Silence. I-143-144. En cherchant sa bêche, il rencontre le visage de la terre. Pourquoi aujourd'hui, cette inquiétude qui est en lui? I-146. Il en a parlé à Jaume. Sans fausse honte. D'ailleurs depuis le mystère est partout. Dans le champ de blé sous la luzernière partout et hier, le bosquet paisible des Trois Saules a grondé à ses choses comme un chien qui va mordre. Ça ne peut pas durer, il vaut mieux en parler tous ensemble. I-149. C'est le silence qui les réveille. Un silence étrange. Plus profond que d'habitude. Plus silencieux que les silences auxquels ils sont habitués. Quelque chose s'en est allé, il y a une place vide dans l'air. I-159. La vie du village se trouve peu à peu perturbée, s'écarte de son déroulement attendu, donc de ses habitudes. Sur le plan formel également, une étrangeté qui tient à l'ambiguïté entre l'habitude et l'instant se fait jour dès les premières pages de Colline. À plusieurs reprises, le lecteur ne sait trop où il en est du point de vue temporel. Ainsi, prenons cet exemple du sanglier dans sa phase d'approche de la source. Le sanglier solitaire hume vers les fermes.
Il connaît l'heure de la sieste. Il trotte un grand détour sous les frondaisons, puis de la corne la plus rapprochée, il s'élance. Le voilà. Il se vautre sur l'eau. La boue est contre son ventre. I-128. Certes, la description est celle d'une scène qui se répète, mais le rituel est soudain traversé de le voilà. Cette immédiateté jaillit-elle à l'intérieur de cette scène générique? Et cette désignation est-elle de ce fait un élément de plus du rituel? Ou bien se trouve-t-elle hors de ce présent itératif, hors du rituel et située dans le présent de l'énonciation? Le paragraphe se prolonge par des phrases relativement courtes, et des retours à la ligne, jusque-là associés à la temporalité de l'habitude évoquée précédemment. Mais l'ambiguïté renaît dès le paragraphe suivant. Mais d'un coup, il s'arrache aux délices et galope vers le bois. Il a entendu grincer le volet de la ferme. Il sait que le volet grince quand on l'ouvre avec précaution. Jaume tire au jugé son coup de chevrotine. Une feuille de tilleul tombe. Sur quoi tu as tiré? Sur le sanglier. Vois-le là-bas, l'enfant de pute. I-128. De nouveau avec, mais d'un coup il s'arrache. Surgit une immédiateté en opposition à l'indolence atemporelle et jouissive sur laquelle s'achevait le précédent paragraphe. La phrase suivante la situe même dans une chronologie. Elle intervient dans une temporalité de l'habitude qui n'est pas loin, sitôt rappelée. Il sait que le volet grince quand on l'ouvre avec précaution. Qui semble par effet de contraste l'en écarter. Et le coup de chevrotine, la feuille qui tombe, le dialogue, sont dans la suite de la soudaine fuite du sanglier. Pourtant, aucun adverbe de temps tel que aujourd'hui ne vient désigner ce moment et l'extraire définitivement du rituel de sorte qu'il est aussi possible de voir dans ces actions brèves et ces quelques mots une des scènes et un des dialogues habituels qui, s'ils ne se répètent pas exactement à l'identique, peuvent néanmoins constituer des exemples types de ce qui est fait et dit en ces circonstances. Le caractère sommaire des gestes et du dialogue inclinerait plutôt en ce sens. D'un coup, ne ferait alors que mettre en relief un instant prompt à relancer le récit, et par là même l'évocation du rituel dont il est encore question par la suite. Un autre exemple semble attester du caractère type de certains dialogues. L'année dernière, le facteur montait souvent. Presque une fois par semaine. Le fils Maurras était au service dans les Dragons. Maintenant qu'il est revenu, il n'a plus besoin d'écrire, il crie, de la place ou du champ, et sa mère sort et lui demande « Qu'est-ce que tu veux ?» Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.